Un meurtrier utilise le réseau de chemin de fer américain pour se déplacer. Il frappe au hasard avant de disparaître. Les indices semblables trouvés sur plusieurs scènes de meurtre poussent les enquêteurs à croire qu'un seul et unique prédateur fait rage, le pire d'entre tous, un tueur en série au meurtre ritualisé. Il est rusé, sans pitié et toujours en mouvement. Mais les autorités seront déterminées à l'arrêter au plus vite. Le 17 décembre 1998, à West University Place au Texas, une jeune femme appela la police devant la maison d'une collègue de travail. Elle s'inquiétait pour son amie, un médecin réputé qui enseignait à la faculté de médecine. Elle ne s'était pas présentée au travail ce matin-là. Selon sa collègue, ce n'était absolument pas dans ses habitudes. Elle n'avait pas répondu à ses appels téléphoniques de la journée, ni aux nombreux coups de sonnette à sa porte. Elle était certaine que quelque chose de grave lui était arrivé. Toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. De l'extérieur, rien ne semblait anormal. Les policiers découvrirent alors que la porte du garage n'était pas verrouillée et que la porte qui menait du garage à l'intérieur était grande ouverte. Des bijoux sur le sol semblaient indiquer que la maison avait été cambriolée. La maison avait été saccagée. Les policiers se déplaçaient prudemment. L'intrus pouvait toujours être là. On s'assura qu'il n'était pas au rez-de-chaussée. Des vêtements traînant par terre semblaient mener à l'étage. Dans la chambre à coucher principale, les policiers trouvèrent la femme. Elle avait été brutalement tuée. 222, let me have a supervisor and a crime scene unit to the scene. Le détective Kenneth Maha fut dépêché sur la scène du crime. Cet enquêteur, qui comptait alors 10 ans d'expérience au sein du même service de police, fut surpris en apprenant qu'un tel homicide avait été commis. West University Place est ce quartier de 5 km² en plein cœur de Houston. C'est un secteur résidentiel où vivent des gens aisés. La dernière fois qu'on y avait commis un meurtre, c'était en 1985, lors du vol d'une pharmacie. La brutalité de ce meurtre consterna le détective. Il y avait des traînées de sang partout dans le couloir, sur les murs et la porte. Le corps avait été complètement recouvert, sauf un bras et les 2 jambes qui dépassaient des couvertures. Un gros couteau de boucher se trouvait sur un oreiller à côté du corps. Les enquêteurs recueillirent également un objet contondant assez lourd et taché de sang près du corps.
Les deux armes semblaient provenir de la maison. Les policiers entrèrent en contact avec le mari de la victime, qui leur apprit qu'il avait emmené leurs deux enfants chez des parents à l'extérieur de la ville pour un repas à l'occasion de Noël qui approchait. Ils étaient absents depuis quelques jours. Les indices laissaient présumer que le meurtrier avait pris tout son temps dans la maison. Il avait ouvert certains cadeaux de Noël et fouillé dans les effets personnels de la victime. Il avait renversé le contenu de son sac à main et laissé à la vue son permis de conduire. Cet étalage était pour le moins étrange. Dans la cuisine, le détective trouva des fruits partiellement mangés. Un autre indice que le meurtrier s'était attardé dans la maison. Il trouva également les clés de la Jeep de la victime. Selon son mari, c'était le seul trousseau de clés du véhicule. Dans le garage, on ne releva aucune empreinte digitale à l'endroit où le tueur était vraisemblablement entré. Mais sur un établi, les enquêteurs trouvèrent près d'une paire de pinces le dessus de plastique de la colonne de direction. Le meurtrier avait sans doute volé la Jeep de la victime. On a pensé qu'il avait dû briser la colonne de la Jeep pour la faire démarrer. Mais le meurtrier avait fait une grossière erreur. En prenant le dessus de la colonne de direction, j'ai pu voir des empreintes digitales très nettes sur le plastique noir brillant. On conserva précieusement ce morceau pour le faire analyser en laboratoire. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la mort de la victime était imputable à de multiples coups de couteau et à des coups infligés à la tête avec un objet contondant. De plus, la victime avait été agressée sexuellement. L'aspect sordide du meurtre inquiéta le détective Maha. Il ne s'agissait pas ici d'un meurtre commis au hasard, c'était bien plus que ça. Les détectives n'ignoraient pas que les meurtriers comme celui-ci ne frappent jamais qu'une seule fois. 2 jours plus tard, à 300 km de là, les policiers de San Antonio trouvèrent une Jeep abandonnée dans le stationnement d'un motel. Par la plaque d'immatriculation, on découvrit que la propriétaire vivait à West University Place. C'était le véhicule de la femme médecin. Le dessus en plastique de la colonne de direction n'était plus là. À l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent une guitare et un couperet. Le mari de la victime avait noté la disparition de ces 2 articles de chez lui. On avait fait démarrer ce véhicule en bricolant les fils de contact. On a également remarqué que la colonne de direction elle-même était à peine fonctionnelle. On releva toutes les empreintes digitales, autant celles à l'intérieur que celles à l'extérieur du véhicule, mais aucune n'était utilisable. Au laboratoire judiciaire du poste de police, les experts firent des copies numériques des empreintes prélevées sur le dessus de la colonne de direction et les introduisirent dans leur système d'identification informatisé. On a alors obtenu le nom d'un individu, Carlos Rodriguez. L'ordinateur fournit alors un autre nom, celui de Rafael Resendez Ramirez. On envoya ces résultats à la division des services de justice criminelle du FBI. En fouillant dans leur base de données, les agents obtinrent alors des dizaines de pseudonymes et d'autres informations sur Resendez. Celui-ci avait un lourd casier judiciaire qui remontait à 20 ans plus tôt. Il y avait également un mandat d'arrêt contre lui pour un vol de voiture. Les enquêteurs examinèrent le dossier du suspect obtenu au service d'immigration et de naturalisation et apprirent que Resendez traversait fréquemment et de façon illégale la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Plus récemment,
Il avait été arrêté en Californie pour s'être trouvé sans autorisation et armé dans une zone ferroviaire. On l'avait alors déporté au Mexique. Il semblait bien que Rafael Resendez était revenu au Texas. Sa vie d'itinérance le rendait difficile à retracer. Le détective Maha fouilla dans le dossier du suspect pour trouver un point de départ aux recherches. Il obtint le nom de la sœur du fugitif. Elle vivait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Au cours d'une conférence téléphonique fixée au préalable, Maha l'interrogea alors qu'elle se trouvait au poste de police d'Albuquerque. Elle n'a pas pu nous dire grand-chose à propos des activités récentes de son frère. Elle ne lui parlait que rarement. Elle a toutefois mentionné qu'il lui arrivait de s'arrêter à Albuquerque pour rester chez elle quelques jours avant de disparaître à nouveau. Les autorités firent également appel à l'aide du public en distribuant des affiches avec la photo du suspect dans les gares ferroviaires fréquentées par Resendez. En mars, soit 3 mois après le meurtre de la femme médecin, plusieurs personnes déclarèrent avoir aperçu le suspect près de la voie ferrée à San Antonio. Resendez avait parcouru 300 km vers l'ouest. Chaque fois qu'on signalait sa présence, il disparaissait avant que la police n'arrive sur les lieux. Le présumé meurtrier se déplaçait constamment, sautant d'un train à l'autre et échappant ainsi aux autorités. Avec les milliers de kilomètres de voies ferrées du pays, Rafael Resendez pouvait se trouver n'importe où. Cinq mois après le meurtre de la femme médecin, et à seulement 150 km de là, soit à Weimar au Texas, les fidèles d'une église s'inquiétaient de l'état de leur pasteur. Sa femme et lui n'étaient pas venus à l'église ce matin-là. Ils trouvèrent le couple assassiné dans son lit. Weimar est une très petite ville et aucun meurtre n'y avait jamais été commis. Les agents du bureau du shérif de Fort Bend County arrivèrent sur les lieux. Le pasteur et sa femme avaient tous deux été tués avec une masse, un outil trouvé dans le garage. Le médecin légiste estima que les décès avaient eu lieu entre 24 et 36 heures plus tôt. Le couple avait donc été assassiné tard le vendredi soir ou tôt le samedi matin. Il y avait encore de l'argent et des objets de valeur sur les lieux. Le vol n'était donc pas le mobile de ce double homicide. Les techniciens vaporisèrent du luminol dans la pièce. Ce produit entre en réaction avec la protéine du sang et d'autres fluides corporels. On trouva des traces de sang de la victime et d'un fluide corporel d'origine inconnue. Les analyses ultérieures démontrèrent que la femme avait été violée. Après ces meurtres, le tueur semblait être resté sur les lieux un certain temps. Il avait mangé dans la cuisine des victimes et pris le temps d'examiner leur permis de conduire. Les enquêteurs sur place n'avaient pas entendu parler du meurtre de West University Place. Mais cela n'allait pas tarder. En mai 1999, les autorités du Texas étaient à la recherche du fugitif Rafael Resendez. On avait trouvé ses empreintes digitales sur la scène du meurtre d'une femme médecin de West University Place. Quelques mois plus tard, on avait trouvé un pasteur et sa femme battus mortellement dans leur maison de Weimar. Le pick-up rouge du couple avait disparu, sans doute volé par le meurtrier. La police retransmit la description de ce véhicule à toutes les unités de patrouille. Au ministère de la Sécurité publique, les enquêteurs de la police d'État étaient déconcertés par cette scène de crime.
Les indices trouvés dans la maison, les aliments consommés et l'étalage de cartes d'identité des victimes indiquaient que le prédateur avait ritualisé ces meurtres. La police de l'État entra en contact avec le bureau du FBI de Houston pour demander l'aide du spécialiste en profil psychologique et agent spécial Mark Young. Plusieurs messages sont cachés sur une scène de crime. Beaucoup d'indices judiciaires et beaucoup d'indices comportementaux. En plus de recueillir des indices physiques comme les empreintes digitales, l'ADN, les cheveux et les fibres, on peut également définir le comportement du criminel. La façon dont il s'y prend pour commettre son méfait est unique. Young remarqua que le meurtrier avait agi avec fureur, mais sans panique. Ce qui m'a frappé le plus chez ce criminel, c'était que contrairement à beaucoup d'autres, il était resté longtemps dans la maison. Il avait ouvert les porte-monnaies et sacs à main des deux victimes et sorti leurs pièces d'identité. En d'autres mots, le meurtrier s'était assis là pour regarder les photos de ses victimes sans toucher aux cartes de crédit ni prendre d'argent liquide. Les psychologues judiciaires peuvent analyser les choix comportementaux d'un meurtrier afin d'en savoir un peu plus sur lui. Dans ce cas-ci, après avoir tué ses victimes, le meurtrier avait continué de les frapper de son arme, mais il avait ensuite recouvert leur corps. Cela pouvait indiquer qu'il était dégoûté de ce qu'il avait fait. En étalant ensuite les cartes d'identité des victimes, il se donnait l'impression de les dominer, comme s'il cherchait à connaître le détail des vies des personnes qu'il avait tuées. Un des policiers auxquels Young parla avait déjà vu des indices comportementaux semblables auparavant. Il connaissait les détails d'une affaire à West University où le meurtre présentait des similitudes avec cette dernière affaire et il croyait que cela pouvait être imputable au même auteur. Non seulement la façon de procéder était-elle identique, mais en plus, on avait relevé des comportements ritualisés, ce que nous appelons fréquemment la signature du tueur. S'il y avait un lien entre les deux affaires, les experts du laboratoire le trouveraient. Un des avantages que nous avions, c'était d'avoir trouvé des indices aux deux endroits. On disposait d'empreintes digitales et d'ADN pour le cas de West University, et l'on disposait également d'ADN pour le cas de Weimar. Les analyses génétiques révélèrent que le fluide corporel trouvé dans les deux cas provenait d'une seule et même personne. C'était donc le même homme qui avait violé les deux femmes. Comme on avait retrouvé la Jeep de la première victime, les enquêteurs se demandaient comment le meurtrier s'était rendu sur la deuxième scène de crime. Dans les deux cas, il avait volé le véhicule de ses victimes après le crime. Selon toute vraisemblance, cela signifiait que quelqu'un avait conduit le criminel à cet endroit, ou alors que certaines de ses connaissances vivaient déjà dans les environs. Young étudia le dossier du suspect Rafael Resendez. Au cours de l'enquête sur ce fugitif, on avait noté que Resendez se déplaçait par train. Selon le dossier, il y avait une voie ferrée à seulement 50 mètres de la maison de la femme médecin de West University Place. On s'est retourné et l'on a regardé tout autour. Il y avait une voie ferrée devant la maison de Weimar. Maintenant que les deux cas semblaient bien reliés l'un à l'autre, les enquêteurs étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un tueur en série qui commettait ses crimes de façon rituelle. Sa façon de procéder était plutôt recherchée. On n'agit pas comme cela par hasard sur un coup de tête. C'est quelque chose à quoi l'on s'est exercé, qu'on a donc déjà commis par le passé. Et de plus, ce n'était certainement pas quelque chose qu'il allait arrêter de faire subitement. Les enquêteurs craignaient que Resendez ne se serve des véhicules qu'il volait et des trains pour trouver sa prochaine victime. Au bureau du FBI de Houston, l'escouade qui s'occupait des fugitifs se joignit aux recherches pour trouver Resendez. L'agent spécial Bobby Eckerd menait cette enquête. On se doutait qu'il avait quitté le secteur et qu'il avait probablement traversé d'autres États américains pour se rendre au Mexique.
Comme Resendes avait vraisemblablement quitté le Texas, les enquêteurs purent obtenir un mandat d'arrêt contre lui pour avoir fui illégalement l'État pour s'éviter des poursuites judiciaires. De plus, le FBI pourrait utiliser toutes ses ressources pour trouver le fugitif. La première chose qu'on voulait faire, c'était de découvrir tout ce qu'on pouvait sur Resendes. On savait qu'il avait été arrêté à 13 reprises. J'ai immédiatement mis la main sur tous ses dossiers de prison pour pouvoir identifier non seulement ses proches parents, mais également les gens avec qui il était en relation pour mieux comprendre comment il vivait. Tous les rapports d'interrogatoire ont révélé que personne ne connaissait réellement cet homme. Sa famille n'avait pas eu beaucoup de contact avec lui puisqu'il avait quitté la maison à 12 ans. Il était parti vivre à Acapulco, puis enfin en Floride. Malgré le peu d'informations, le psychologue judiciaire Mark Young devait prévoir les comportements du suspect à partir de ses agissements passés. Il envoya les dossiers des 2 cas à des experts du programme d'arrestation des criminels violents, le VICAP. Les experts de ce service ont recours à des bases de données sophistiquées qui leur permettent de trouver d'autres cas identiques encore irrésolus. Ils m'ont immédiatement informé d'un cas du même type à Lexington, au Kentucky. Un homme d'origine hispanique avait agressé une étudiante et tué son petit ami. Cela s'était produit tard le soir en 1997, près d'une voie ferrée le long de laquelle le couple se promenait. L'homme avait été tué d'un coup de pierre à la tête et la femme violée. Elle avait également été agressée physiquement et blessée gravement. Bien que fortement ébranlée par cette attaque, la jeune femme s'en était sortie. Après s'être rendue compte de la mort de son petit ami, elle s'était rendue à une maison des environs et avait demandé à ses occupants d'appeler la police. Elle avait décrit son agresseur à un dessinateur qui en avait fait un portrait. La police de Lexington fit parvenir le portrait robot à Young. En le comparant aux photos dont on disposait, j'ai été estomaqué par sa ressemblance avec le suspect. J'étais plutôt optimiste, car il pouvait s'agir du même homme. Mais un croquis ne constitue pas une preuve en soi. Young devait obtenir des preuves scientifiques pour étayer cette hypothèse. Il apprit alors que la police de Lexington disposait toujours d'échantillons d'ADN obtenus après le viol 2 ans plus tôt. Il demanda que les échantillons soient envoyés au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. Au service d'identification génétique, les experts examinèrent les échantillons. Voici l'expert Alan Giusti. On dispose de 13 segments différents de la double hélice de l'ADN. On va donc obtenir le profil de chacun de ces segments. C'est un peu comme les caractéristiques physiques d'un individu. On peut examiner un segment d'un code génétique qu'une autre personne pourrait avoir en commun avec notre sujet. C'est comme dire que 2 personnes ont les yeux bruns, ce qui est très fréquent. On examine donc ces 13 segments de l'ADN et c'est comme si on établissait que cette personne avait les yeux bruns, qu'elle était gauchère, qu'elle mesurait 1,88 m et avait les cheveux roux. Plus on dispose de segments, plus le profil est précis. Après avoir obtenu le profil génétique du meurtrier de Lexington, Giusti contacta les experts du Texas qui avaient analysé les échantillons de Weimer et de West University Place. En comparant mes résultats aux leurs, on a pu conclure qu'il n'y avait vraisemblablement qu'un seul sujet. En d'autres mots, le même individu avait commis tous ces crimes. Au Texas, Young transmit la nouvelle à ses collègues. J'ai appelé le service de police de Lexington et les enquêteurs ont repris espoir parce qu'ils avaient cru que cette affaire ne serait jamais résolue. Pour la police de Lexington, Rafael Resendes était maintenant le suspect numéro 1. Les autorités du sud-ouest du pays firent ratisser tous les refuges de sans-abri et les cours de triage des chemins de fer. Resendes s'y cachait sans doute. Le 28 mai, on trouva le véhicule du pasteur abandonné près d'une cour de triage à San Antonio. Resendes était donc reparti en train. Le trouver serait une tâche difficile pour l'agent spécial Eckerd et son équipe.
Je n'avais jamais eu ce genre de problème auparavant. Il y a des milliers de voies ferrées et des milliers de trains qui circulent chaque jour. Il nous était difficile de savoir sur lequel d'entre eux ils se trouvaient. Pour mener des recherches d'une telle ampleur, les enquêteurs devaient être ingénieux. On a décidé de faire imprimer des petites affiches avec sa photo qu'on a distribuées aux gens qui prennent le train fréquemment. Dans les cours de triage partout au pays, les enquêteurs informèrent les employés de la présence possible de Rafael Resendez. S'ils le voyaient, ils devaient immédiatement appeler l'escouade des fugitifs du FBI. Jusque-là, la seule façon de retracer Resendez semblait être de suivre la trace des cadavres qu'il laissait derrière lui. Le 4 juin 1999, à Fayette County au Texas, une femme s'arrêta chez sa mère pour voir comment elle se portait. La veuve de 73 ans vivait seule. Sa maison avait été saccagée. Il n'y avait aucune trace de la veuve. En fouillant les pièces une à une, l'état de panique de la femme ne fit que s'accroître. Dans la chambre à coucher, elle trouva le corps de sa mère. La victime avait été frappée à mort. En 1999, les agents étaient à la recherche de Rafael Resendez, soupçonné de meurtre de 4 personnes au Texas et au Kentucky. Les médias parlaient de lui de plus en plus. On en vint même à le surnommer dans la presse le tueur des chemins de fer. Maintenant, une veuve avait été assassinée dans le secteur rural de Fayette County au Texas. Comme les autres victimes, elle vivait près d'une voie ferrée. Ce crime crapuleux semblait être le fait de Rafael Resendez, selon l'agent spécial Mark Young du FBI. En étudiant ce meurtre brutal, on a cru qu'on avait affaire au même homme. Son corps avait été recouvert de la même façon. Dans les autres pièces, des coffres à bijoux avaient été ouverts. Le meurtrier avait fouillé dans ses affaires et pris certaines choses. La façon de procéder du tueur était familière et troublante. Il avait laissé des bijoux précieux et de l'argent liquide derrière lui. Pourtant, il était parti avec des babioles et des objets personnels de la vieille dame, comme s'il cherchait à conserver un souvenir de sa victime. On releva les empreintes digitales du meurtrier dans la buanderie. La fenêtre brisée indiquait qu'il était entré par cette pièce. Plus tard, on confirma que ces empreintes étaient bien celles de Resendez. Après avoir assassiné sa victime, celui-ci ne semblait pas pressé de quitter les lieux. Non seulement avait-il pris le temps de faire le tour de toutes les pièces, de s'emparer de quelques articles sans se presser, mais encore, il avait mangé des fruits et du pain, comme il l'avait d'ailleurs souvent fait. Ce n'était pas seulement sa signature, c'était sa façon de montrer qu'il dominait sa victime et pouvait faire ce qu'il voulait avec ses biens personnels. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait faim et qu'il avait besoin de manger. 2 indices, en particulier à Fayette County, semblaient destinés aux enquêteurs. Le meurtrier avait ouvert le journal sur le canapé à la page où se trouvait un article sur le véhicule du pasteur qu'on venait de retrouver. Dans la chambre d'invités, les enquêteurs découvrirent également un train électrique qui venait d'être sorti de son emballage et qui avait été installé sur le lit. Il semblait que le tueur des chemins de fer défiait les autorités. Une unité canine suivit son odeur jusqu'à la voie ferrée. Mais la piste se terminait là. Moins de 24 heures plus tard, on trouva la victime suivante. Un autre meurtre crapuleux avait été commis près de la voie ferrée, à 150 km de Fayette County. On m'a appelé relativement à cette scène de crime à Houston, qui avait été prise en charge par la police de la ville. Il y avait des ressemblances avec les autres cas.
on avait trouvé une enseignante de 26 ans violée et frappée à mort dans sa chambre à coucher. Le meurtrier avait sorti le permis de conduire du porte-monnaie de la victime et l'avait laissé sur la table. Comme les autres victimes, elle vivait près de la voie ferrée. Sa voiture, une Honda blanche, avait été volée. Des analyses génétiques permirent de confirmer que Resendez avait violé cette femme. Maintenant, il tuait à un rythme de plus en plus effréné. Une de nos craintes, c'était que cet homme commette plusieurs meurtres coup sur coup. On a souvent enquêté sur des tueurs en série, comme Ted Bundy, par exemple. La pression exercée sur eux devient si lourde qu'ils tombent en mode de meurtre à répétition et font alors quantité de victimes, dans un intervalle de plus en plus court. Les deux dernières victimes avaient été tuées dans une période de 24 heures. Resendez semblait avoir augmenté sa cadence. 2014, three-step protection on the conductor. Stepping in, air and brake, go out. Le 6 juin, un employé d'une cour de triage aperçut le fugitif à Flatonia, au Texas, à mi-chemin entre Houston et San Antonio. 2014, we have a trespass on premises. Call Central Dispatch, running westbound. On alerta sans tarder la police et le FBI. Mais encore une fois, Resendez échappa à ses poursuivants. Au bureau du FBI de Houston, on forma une escouade spéciale appelée l'opération Train Stop. Les enquêteurs de plus de 30 agences furent assignés exclusivement à l'affaire. L'agent spécial Bobby Eckerd faisait partie de cette opération formée de 2 escouades. Une de ces escouades était formée d'enquêteurs sur des homicides en Syrie. Ils analysaient les nombreux meurtres et tentaient d'identifier des preuves. Dans l'autre escouade, il y avait ces enquêteurs spécialisés dans la recherche de fugitifs dont le seul but était de trouver et d'arrêter Resendez. On tentait de trouver des schémas de comportement dans le passé du suspect. On a pu établir qu'il se déplaçait selon les récoltes à travers le pays. Dans l'État de Washington, il avait suivi la route de la récolte des avocats. En Floride, il était là pour la récolte des agrumes. Au Kentucky et en Caroline du Nord, pour la cueillette du tabac. Après avoir identifié les fermes où il pouvait travailler et les adresses de ses amis et des membres de sa famille, les agents tenteraient d'enlever ses refuges aux suspects. On est allé à tous les endroits où, à notre avis, le fugitif était susceptible de se rendre. En envoyant des policiers chez ces gens, on les décourageait d'aider le fugitif. Malheureusement, le suspect se déplaçait rapidement et sans l'aide de personne. Et sa cavale meurtrière n'était pas près de s'arrêter non plus. 8 jours après le meurtre de l'enseignante de Houston, on trouva sa voiture à 500 km de chez elle, près de la frontière mexicaine. Il y avait un couteau à l'intérieur, mais aucune trace de Resendez. Juste à côté se trouvait une voie ferrée qui avait permis au meurtrier d'aller Dieu sait où. En 1999, plus de 30 agences policières pourchassaient Rafael Resendez, qu'on avait surnommé le tueur des chemins de fer. Quand un crime semblait avoir été son œuvre, l'agent spécial Mark Young était appelé à enquêter. Je recevais des centaines d'appels de plusieurs services de police partout au pays. On me demandait d'examiner certains cas et de déterminer s'ils pouvaient être le fait de notre suspect. Le 15 juin, les corps d'une femme de 51 ans et de son père furent découverts dans leur maison dans la localité rurale de Gorham, en Illinois. Les enquêteurs du bureau du shérif, qui croyaient que Resendez était peut-être l'auteur de ce double homicide, appelèrent Mark Young. Dès qu'on s'est retrouvé sur la scène de ce crime,
On a eu l'impression qu'on était sur l'une des autres scènes au Texas. Il y avait 2 voies ferrées juste derrière la maison de cet homme. Le meurtrier était entré par une fenêtre arrière. Il s'était servi d'une arme trouvée sur place, une carabine. Il avait volé quelques babioles et mangé dans la maison. Mais cette fois-ci, le meurtrier n'avait pas fait que cela. Il avait écrit une déclaration sur le mur. Plusieurs personnes ont cru que ce criminel cherchait à transmettre un message politique. Mais Young n'était pas surpris, car il avait lu les dossiers d'incarcération du fugitif ainsi que sa correspondance lors de ses séjours en prison. Ce n'était pas la première fois qu'on lisait ces messages politiques. Ce n'était qu'une preuve additionnelle que c'était bien lui qui avait commis les derniers meurtres. Il ne faisait que manifester les idées fantasques qu'il nourrissait depuis longtemps. Resendez se percevait comme un analyste politique très perspicace. Mais les autorités savaient qu'il était d'abord un dangereux prédateur. Il y avait tout lieu de croire qu'il s'était rendu à Gorham en train et qu'il était reparti avec la voiture de ses victimes, voiture que l'on retrouva le lendemain 100 km plus au sud, près de la limite du Kentucky. Partout au pays, des policiers vérifiaient leurs enquêtes irrésolues pour voir si les meurtres ne pouvaient pas être imputés à Resendez. L'agent spécial Young en vérifia un commis à Hughes Springs, au Texas. En octobre 1998, une femme avait été battue à mort avec un ancien fer à repasser. Même si ce meurtre n'avait jamais été résolu, on avait mené une enquête minutieuse et conservé tous les indices. J'avais le sentiment que Resendez pouvait fort bien être l'auteur de ce meurtre. Il y avait des coups portés avec un objet contondant à une victime âgée. Elle n'avait pas été violée, mais son corps avait été recouvert d'un drap comme les autres victimes. En examinant les photos de cette scène de crime, j'ai remarqué que l'auteur du meurtre avait placé une carte d'identité de la femme, bien en vue, pour pouvoir l'examiner à loisir. Comme le meurtrier recherché pouvait se trouver n'importe où, le FBI mit le nom de Rafael Resendez sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Ces photos d'identification furent imprimées sur une affiche de même que ses 30 différents noms d'emprunt. L'agent spécial Bobby Eckert espérait ainsi obtenir de nouvelles pistes. Cela nous a permis de rendre le public plus sensible à cette affaire. On a donné la description du fugitif et l'on a pu offrir une récompense de 50 000 $ pour la capture de Resendez. La nouvelle de l'affaire fit la manchette partout au pays. En état d'alerte, les agents et les policiers fouillèrent des centaines de wagons de marchandises et des cours de triage. C'était comme si Resendez s'était volatilisé. Don Clark, alors agent spécial en charge du bureau du FBI de Houston, tint des conférences de presse pour permettre à la nouvelle de circuler, mais il ne cacha pas que l'affaire était difficile. C'est une enquête complexe. Beaucoup d'entre nous n'avons jamais eu affaire à un cas comme ça. On doit composer avec beaucoup de données inconnues. Il y a beaucoup d'informations à traiter et c'est une enquête difficile pour toutes les agences touchées par l'affaire. Cela suscita l'intérêt des médias à l'échelle du pays. Les 8 meurtres imputables à un seul meurtrier avaient mis la nation en émoi. Le fugitif était rusé et extrêmement dangereux. Il se déplaçait facilement partout au pays et pouvait également traverser la frontière aussi souvent qu'il le souhaitait. On voulait que les gens sachent que ce n'était pas un itinérant ou un voyou comme les autres, qui vont là où le vent les mène. Cet homme avait un quotient intellectuel élevé. Nous avions besoin d'aide pour le capturer. Il s'en prenait à d'innocentes victimes pendant leur sommeil et personne n'était réellement en sécurité. La récompense pour la capture du fugitif fut haussée à 125 000 $. Le FBI reçut alors des appels de partout au pays. À la fin du mois de juin, quelqu'un aperçut Resendez dans un refuge pour sans-abri à Louisville, au Kentucky. Mais le fugitif ne restait guère longtemps au même endroit.
Quand la police arriva sur place, il était déjà parti. Le sergent Mark Barnard du service de police de Lexington au Kentucky met le public en garde. Si vous vivez près d'une voie ferrée, assurez-vous que votre maison soit bien éclairée. Vérifiez tout et voyez à ce qu'il n'y ait rien d'anormal. Parlez à vos voisins, vérifiez les serrures de vos portes et de vos fenêtres. Les appels continuaient d'affluer. Au poste de commandement, on a reçu 3178 appels. De ces appels, on a retenu 1100 pistes. En d'autres mots, il a fallu mener des recherches partout aux États-Unis et au Mexique. Au bureau du FBI, la piste la plus intéressante impliquait un parent dont personne n'avait entendu parler auparavant. Les agents avaient appris que Resendez avait une femme au Mexique. L'agent spécial Bobby Eckert suivit cette piste inattendue. On a entendu parler de cette épouse légitime de Resendez qui avait été interviewée par les médias mexicains. Une station de télé locale avait obtenu une copie de cette entrevue et l'avait diffusée chez nous. Nous avons alors été chercher cette femme pour la ramener à Houston avec nous et la soumettre à un interrogatoire qui a duré 2 jours. Les autorités devaient en apprendre le plus possible sur Resendez, ses comportements et les endroits où il séjournait. Elle nous a fourni beaucoup d'informations sur les habitudes de vie de Resendez au cours des 2 ou 3 dernières années. Il lui avait offert de nombreux bijoux et de petites figurines représentant des anges. Il lui avait également apporté une guitare. Nous nous doutions que toutes ces choses provenaient de scènes de crime et nous avons, de fait, pu démontrer ensuite qu'elles étaient reliées aux homicides. Elle déclara que Resendez était venue au Mexique tout récemment, mais qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours. Elle avait accepté de collaborer avec la police car elle craignait pour la sécurité de son mari. Au Mexique, des chasseurs de primes étaient à sa recherche. Resendez était à court d'endroits où se cacher. Le 10 juillet 1999, les enquêteurs reçurent un message d'Albuquerque. C'était la sœur du fugitif. Elle désirait parler aux autorités, comme nous le raconte l'agent Mark Young. Des parents du suspect au Mexique avaient été approchés par les forces de l'ordre, par des chasseurs de primes et des curieux. Ceux-ci se fichaient de la façon dont ils l'arrêteraient, mort ou vif. L'important, c'était la récompense offerte pour sa capture. La sœur de Resendez déclara qu'il l'avait appelé. Elle craignait que quelqu'un ne s'en prenne à lui. Les autorités l'ont assuré que dès qu'on l'arrêterait, on le traiterait correctement et qu'on le mettrait en détention le temps de résoudre cette affaire. Le 12 juillet 1999, Rafael Resendez accepta de se rendre à un patrouilleur du Texas à un poste de douane. Conformément aux demandes de sa sœur, les autorités le laissèrent passer la frontière à pied et l'arrêtèrent avec une équipe restreinte. L'un des tueurs en série les plus redoutables de l'histoire des États-Unis fut ainsi mis en détention sans qu'il y ait eu le moindre incident. Lors de l'interrogatoire du suspect par Mark Young, Resendez avoua avoir commis 13 meurtres, dont 4 dont on ignorait toujours qu'il en était l'auteur. Il se souvenait de tous les moindres détails de ces crimes commis plusieurs années auparavant. Après avoir discuté avec lui, j'ai appelé les services de police des localités qui enquêtaient sur ces affaires. On a ainsi pu résoudre 2 cas d'homicide à Marion County en Floride, un cas à Colton en Californie et un autre à Barrow County en Géorgie. La question que les enquêteurs se posaient était pourquoi avait-il commis ces meurtres? Resendez déclara qu'il tuait pour éliminer le mal. Pourtant, parmi ses victimes, on comptait un médecin, un pasteur et sa femme,
un professeur et des gens âgés, toutes des personnes appréciées par la communauté et aimées de leur famille. Les recherches pour trouver Rafael Resendez ont demandé 8 mois de travail et coûté des centaines de milliers de dollars. En cours, il a tenté de justifier ses crimes en plaidant la démence passagère. Mais en mai 2000, on l'a trouvé coupable de meurtre au premier degré. 4 jours plus tard, Rafael Resendez a été condamné à mort.